Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité, on va parler des municipales. On est à moins de 2 mois. On va parler de vos projets pour Paris, du tournant social-démocrate du président. Mais on va commencer par la rupture entre le président et Madame Trierweiler, qui a été officialisée auprès de l'agence France Presse. Ça n'est pas une surprise, c'était attendu. Ce qui a surpris, c'est qu'on s'attendait à une déclaration commune. Écoutez, c'est vraiment, pour le coup, une affaire privée. Moi, j'espère que l'un et l'autre trouveront le chemin du bonheur, parce qu'une rupture, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire, franchement. Vous dites que c'est une affaire privée. Enfin, le président de la République a quand même téléphoné à l'agence France Presse pour dire ce qu'il en était. C'est pas si privé que ça. À partir du moment où il a téléphoné lui-même pour annoncer sa rupture, ça devient du domaine du public. C'est très bien qu'il est informé. Maintenant, moi, je n'ai rien d'autre à dire et surtout aucun commentaire à faire. Mais franchement, vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là. Quand il dit qu'il met fin à sa vie commune avec Valérie Trierweiler, est-ce que vous trouvez quand même qu'il a trouvé les mots justes ? Je n'ai pas à me prononcer. Voilà, franchement, vous pensez que l'affaire est close ? Pour moi, l'affaire, bien sûr, est close. Et puis à chacun de se reconstruire dans sa vie. Et je leur souhaite à chacun du bonheur. Vous pensez que l'affaire est close et qu'elle n'aura pas de suite ? Vraiment, franchement, je pense que les Français savent faire la part des choses, qu'ils soient informés sur la situation de leur président, de leurs élus, s'ils vivent en couple ou pas. Ce sont des informations légitimes et effectivement, les Français ont envie de savoir aussi comment on vit. Au-delà, c'est du voyeurisme, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Alors, ne rentrons pas dans le voyeurisme comme vous dites, mais enfin, vous avez quand même une idée. Maintenant, on a un président célibataire à l'Élysée. Ah oui, ça ne me choque pas du tout, vous savez, ce n'est pas un problème. Franchement, il faut ouvrir. Moi, j'ai voté pour un président, je n'ai pas voté pour un couple. Et je suis amie avec Valérie Trierweiler, à laquelle je pense beaucoup. Mais quand j'ai voté pour un président. Vous lui avez parlé ces derniers jours ? Non. Alors, on va parler de la campagne des municipales. Toute la presse dit que vous avez déjà gagné. Vous avez le sentiment que les jeux sont faits pour vous ? Non, vous savez, jusqu'au bout, une élection n'est jamais gagnée. D'abord parce que ce sont les électeurs qui décident et qui décideront au premier tour le 23 mars, au deuxième tour le 30 mars prochain. Ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement autour de moi un très beau rassemblement que j'ai construit. Je l'ai voulu, ce rassemblement. Vous savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, j'ai un beau rassemblement. J'ai pu travailler dans le temps, dans la durée, un projet. Ce projet, je l'ai élaboré avec les Parisiens. Plus de 2000 personnes ont contribué aux propositions que je fais aujourd'hui aux Parisiens. Et puis, j'ai une très belle dynamique militante. Rendez-vous compte, moi, j'ai toutes mes listes qui sont dans les 20 arrondissements de Paris en action. Hier, j'étais à la Bastille avec les têtes de liste et les militants de 4 arrondissements parisiens concernés par la Bastille. Et en face, effectivement, leurs listes ne sont même pas constituées à l'heure qu'il est. C'est-à-dire nous sommes à moins de 2 mois des municipales, ils n'ont pas encore constitué leur liste. Donc, effectivement, je pense que tout cela doit se voir et se ressentir. Mon goût pour Paris, mon envie pour Paris, mon envie de servir cette ville doivent certainement se voir aussi. Et du coup, dans les enquêtes d'opinion, je fais la course en tête, mais pour autant, l'élection n'est pas du tout jouée. Elle est d'autant moins jouée que dans les enquêtes d'opinion, en tous les cas dans une enquête d'opinion la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on avait même Madame Kosciusko-Morizet qui arrivait en première position au premier tour. D'abord, toutes les enquêtes montrent que effectivement la gauche est sur un rapport total gauche premier tour d'environ 50%. Madame Kosciusko-Morizet qui nous explique qu'elle aurait rassemblé l'UMP, l'UDI, le MoDem, devrait être à plus de 40%. Elle devrait être entre 42, 43, 45% si effectivement elle avait rassemblé l'ensemble de ces familles. En fait, elle a conclu un accord d'appareil et cet accord d'appareil a eu pour effet de diminuer le poids total de la droite et du centre dans les enquêtes d'opinion au premier tour. Elle peut effectivement considérer qu'elle a gagné l'élection à partir de cela. Moi, vous savez, je prends les enquêtes d'opinion comme un indicateur sérieux.
Je suis exigeante par rapport à cela et moi je continue à vouloir convaincre sur les valeurs qui sont les miennes, convaincre sur le rassemblement que je propose pour Paris qui est très large parce que j'ai rassemblé bien sûr le Parti communiste mais j'ai rassemblé aussi des personnes qui viennent du MoDem. J'ai le seul élu MoDem de Paris, Jean-François Martins, il est avec moi parce qu'il se reconnaît dans mon approche progressiste. Dominique Versini qui est une ancienne ministre de Jacques Chirac, elle me soutient, elle est à mes côtés. Moi, j'ai fait un rassemblement pour Paris et je pense que cela va permettre effectivement de convaincre encore plus de Parisiens que l'intérêt de leur ville passe effectivement par les propositions que je leur fais, alors que de l'autre côté, c'est l'intérêt pour un destin présidentiel. Chacun le sait, c'est écrit dans tous les bouquins qui sortent sur mon adversaire. Donc, alors, on va revenir à votre campagne à vous, Madame Hidalgo. Donc, on est dans la dernière ligne droite. Quels sont les messages que vous avez encore envie de faire passer ? D'abord, vous savez, il faut continuer à parler, à discuter vraiment très, très directement avec les Parisiens. Moi, je suis beaucoup dans la rue, dans tous les arrondissements de Paris, que ce soit les arrondissements très populaires ou d'autres un peu plus bourgeois. Vous étiez encore ce matin, pas très loin d'ici, voilà, à la rue dans le 5e, Mouffetard. avec Marie-Christine Lemardelet, ma tête de liste pour le 5e arrondissement. Donc, je continue à les convaincre, à répondre à leurs questions, mais surtout la vision que je porte sur Paris, c'est que notre ville a énormément d'atouts. C'est une ville magnifique, c'est une ville qui a su surmonter ces 10 dernières années les défis qui sont ceux des très grandes villes. Et aujourd'hui, on parle de nous comme d'une ville très attractive. Nous sommes en compétition avec Londres, avec New York, avec Tokyo, avec les grandes métropoles mondiales de la planète. Et moi, je souhaite qu'on soit cette ville qui attire, qui est une ville très créative, qui attire les chefs d'entreprise, les créateurs, et en même temps une ville bienveillante, une ville qui prend soin de ses habitants et notamment, bien sûr, des plus fragiles. Je pense à nos aînés, je pense à nos enfants, je pense aux personnes en situation de handicap. Et donc, mon projet est très équilibré autour de ces deux idées, la ville puissante et la ville bienveillante. Alors, vous avez pris tout le monde de court dimanche dernier en lançant cette idée d'avenue piétonnière dans l'avenue Foch. Quelle est l'idée au fond ? C'est désenclaver Paris, c'est développer la mixité sociale, c'est faire un geste en direction des Verts ? D'abord, non, c'est Paris. D'abord, c'est Paris. C'est continuer ces belles transformations de Paris. Et moi, toutes les transformations que j'ai portées avec Bertrand Delanoë et en tant qu'adjointe à l'urbanisme et à l'architecture ont toujours eu comme point d'appui l'histoire de Paris. L'histoire du Bois de Boulogne, l'histoire de l'avenue Foch, qui a été écrite par Haussmann et Alphand, était qu'il y avait une entrée du Bois de Boulogne dans Paris et que cette entrée du Bois de Boulogne se faisait par l'avenue Foch, qui est une avenue aux dimensions vraiment majestueuses par rapport aux autres avenues qui partent notamment de la place de l'Étoile. Et donc, l'idée que le Bois de Boulogne puisse rentrer, donc on piétonise, qu'on puisse avoir un parc dans Paris de plus de 60 hectares, c'est-à-dire l'équivalent du parc Monceau, des grands parcs parisiens, ça, c'est une première idée, une première intuition qui me plaît, sur laquelle je veux travailler, parce que c'est la ville verte, c'est la nature qui rentre dans la ville. Ensuite, il y a à cet endroit de Paris la Porte Dauphine, où il y a une université. Cette université est aujourd'hui un peu à l'étroit. Elle a besoin aussi d'avoir des espaces de respiration pour ses étudiants. On peut aménager la Porte Dauphine en lien avec l'université. Et troisième élément, il y a effectivement l'idée de mixité sociale que je porte, et notamment dans les arrondissements qui sont déficitaires en nombre de logements sociaux. Le 16e est déficitaire et il y a des opportunités de construction, non pas sur l'avenue Foch, il n'y aura pas de construction sur l'avenue Foch. En revanche, de la Porte Dauphine à la Porte d'Auteuil, là, il y a des possibilités de construction, de logements pour tous, sociaux et pas sociaux, sur lesquels je veux travailler et partir de l'intuition d'architectes à qui j'ai rien demandé. C'est eux qui sont venus me présenter ce travail-là. Et à partir de là, dans les règles, dans la concertation avec les Parisiens, je lancerai, si je suis maire de Paris, un grand concours sur l'aménagement de cette partie de Paris. De concertation avec les Parisiens. Alors, on a vu que les riverains de l'avenue Foch, eux, ils sont vent debout contre votre projet. Comment est-ce que vous comptez les convaincre ?
Vous savez, j'ai porté beaucoup de projets à Paris dans lesquels il a fallu convaincre. Je pense aux Halles, je pense dans le 16e arrondissement au projet du stade Jean-Bouin, à Roland-Garros, que je porte aussi avec beaucoup de volontarisme. Il y a souvent à Paris, c'est vrai, des oppositions. Certaines de bonne foi, d'autres de moins bonne foi, mais il y a toujours quand même un conservatisme chez certains qui voudraient que Paris soit figé. Moi, je veux les convaincre en les associant, bien évidemment. C'est normal que quand on propose et qu'on dit qu'on va changer, qu'on va prendre un parti pris sur un quartier de Paris, il y ait des réactions et que les riverains disent on n'est pas d'accord ou on veut savoir comment. Moi, ce que je souhaite faire, c'est associer les Parisiens pour qu'ils soient coproducteurs de ces projets. La seule option possible pour des associations de riverains n'est pas d'être contre tout ce qui bouge autour d'eux. C'est au contraire de venir apporter leur savoir-faire, leurs compétences, leurs idées, parce que ce sont des usagers de ces quartiers. Donc moi, je souhaite vraiment prendre le temps avec les riverains, mais au-delà, parce que l'avenue Foch, ça ne concernera pas que les riverains de l'avenue Foch, ça concerne l'avenir de Paris. Et donc, je lancerai un concours international et ce concours international s'appuiera beaucoup sur un travail fait de façon très participative avec l'ensemble des Parisiens, dont les riverains, bien sûr. Alors, vous voulez aussi réduire la place de la voiture à la Bastille au profit des piétons. Ça n'est pas encore des problèmes de circulation en perspective dans Paris ? Vous savez, le parti pris qui a été le nôtre depuis 2001 avec Bertrand Delanoë, réduire la circulation dans Paris, c'est le seul parti pris possible pour une grande ville au XXIe siècle. Moi, je veux utiliser les solutions du XXIe siècle, pas celles du XXe siècle. Il faut réduire la place de la voiture, mais offrir des possibilités de mobilité, parce que nous sommes une ville qui a besoin de mobilité. Et la mobilité, ce n'est pas que la voiture personnelle au diesel. Voilà. Et donc, offrir des transports en commun, offrir des possibilités de circulation douce et faire aussi, comme je veux le faire, le pari de la voiture électrique. Pour celles et ceux qui ont vraiment besoin d'une voiture individuelle, et ça, je ne nie pas ce besoin qu'ont certains, c'est la voiture électrique qu'il faut plutôt privilégier. Donc, aménager l'espace urbain pour donner plus de place aux piétons, à la promenade, comme on l'a fait sur la place de la République, qui est une réussite. On a eu récemment un sondage qui montrait que c'était une des places, un des aménagements qui était plébiscité par les Parisiens. Eh bien, sur la Bastille, là, on tourne le dos aujourd'hui à un espace magnifique qui est le port de l'Arsenal. On a un port de plaisance en plein Paris qui s'appelle le port de l'Arsenal. Et aujourd'hui, la place de la Bastille lui tourne le dos. Donc la proposition que je fais, là aussi une intuition sur laquelle on va travailler avec les riverains, avec les urbanistes, les architectes, c'est de pouvoir aller de façon très douce de la place de la Bastille, là où il y a le très beau Génie, et de descendre vers le port de l'Arsenal par des emmarchements qui permettent, y compris bien sûr avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de prolonger leur promenade sur les quais de l'Arsenal. Et après, vous savez, du port de l'Arsenal, on peut faire la promenade sur tous les quais de la rive droite, puisqu'ils sont déjà aménagés et piétons. Donc voilà, offrir un nouvel espace pour respirer. La ville qui respire, c'est très important et ça ne s'oppose pas aux besoins de mobilité. Alors, Madame Hidalgo, la semaine dernière, dans le journal du dimanche, vous présentiez votre projet sur l'avenue Foch. Eh bien, cette fois-ci, dans le journal du dimanche aujourd'hui, donc, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui présente elle aussi ses projets. Alors, rendre piétonnier en partie le centre de Paris, créer 1 million de mètres carrés d'espace vert d'ici à 2020, réaménager des places, la Concorde, la Bastille, elle aussi, Place de la Nation, sont aussi des beaux projets. D'abord, je n'ai pas vu le contenu de ces projets. Il y a des intentions, mais je ne comprends pas toujours très bien ces intentions parce que dans la même phrase, vous trouvez qu'elle est pour et en même temps qu'elle est contre ce qu'on a fait. Donc, à elle de clarifier, c'est pas à moi de faire l'analyse de son propos. Ce que je constate dans la façon dont elle s'inscrit, malgré elle, parce qu'elle ne voulait pas de cette campagne comme une campagne municipale, mais elle est bien obligée de revenir quand même au sujet qui est posé aux Parisiens, à savoir
savoir qui ils veulent pour diriger leur ville dans les années qui viennent. Elle est bien obligée de revenir sur des sujets parisiens, mais avec beaucoup d'ambiguïté, comme chaque fois qu'elle essaye de prendre une position, il y a à la fois toujours un discrédit jeté sur la gestion de Bertrand Delanoë et les belles transformations que nous avons faites, et toujours en expliquant qu'elle aurait fait sans doute ça, mais mieux et différemment. Donc moi, je vois beaucoup de flou dans ce que dit Mme Kosciusko-Morizet, parce qu'elle dit tout et son contraire. Et d'ailleurs, dans les mêmes phrases, elle dit tout et son contraire. Moi, j'ai une conviction. Ma conviction, c'est qu'il faut continuer à aménager Paris, à faire vraiment rentrer Paris avec les solutions du XXIe siècle. Vous savez, Mme Kosciusko-Morizet, elle a été ministre de l'Environnement, des Transports, etc. Et quand on l'avait sollicité, quand on avait sollicité les gouvernements auxquels elle a appartenu, par exemple, pour le financement du tramway parisien, qui est une belle réussite, on a eu une fin de non-recevoir. Quand on l'a sollicité pour nous aider à installer des bornes électriques dans Paris pour le rechargement des véhicules électriques, on a eu une fin de non-recevoir. Quand on a sollicité les services de l'État à l'époque, elle était avec M. Fillon qui était Premier ministre, pour le réaménagement des voies sur berge, on a eu non seulement une fin de non-recevoir, mais un blocage du dossier. Donc moi je veux bien qu'elle ait plein de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne font pas forcément un bon programme, alors surtout quand il y a tout et son contraire. Vous allez avoir l'occasion d'en parler avec elle, puisque vous allez avoir un premier débat télévisé le 29 janvier. Vous avez l'impression, Anne Hidalgo, que Paris est une élection locale ou une élection nationale ? C'est d'abord une élection locale. La question qui est posée aux Parisiens, c'est de savoir quelle équipe, quel maire incarnera leur ville et apportera les solutions concrètes à la vie quotidienne des Parisiens pour les 6 années de 2014 à 2020. Paris est une ville qui a un rôle très important au niveau international et au niveau national. Au niveau international, ce qui se passe à Paris, l'élection municipale parisienne, intéresse beaucoup les autres pays et les médias étrangers. On a, c'est vrai, une couverture de presse particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que Paris est une ville-monde et que cette ville-monde a une parole à l'échelle internationale, a un rôle très important. Moi, je suis très engagée d'ailleurs dans le rassemblement des maires du monde, dans les associations représentant les maires du monde. Et donc, cette dimension internationale est très présente dans la campagne. La dimension nationale, elle est là parce que c'est la capitale de la France. Elle est là parce que Paris joue un rôle important à l'échelle nationale. Mais la question posée aux Parisiens, c'est quel maire et quel projet pour leur ville veulent-ils de 2014 à 2020 ? Alors, il y a quand même une dimension nationale et vous avez souvent dit dans des interviews votre solidarité avec le gouvernement, mais aussi votre liberté. Est-ce que vous ne craignez pas de pâtir ou de subir le contre-coup de la mauvaise image du président et du gouvernement ? D'abord, moi, je suis une femme engagée, je suis au Parti socialiste et je ne mets pas mon étiquette dans la poche. Et j'ai envie que ce gouvernement réussisse parce que je pense qu'il y a des solutions à apporter au niveau national qui doivent être équilibrées. On doit tenir compte, bien sûr, de la situation sociale, de la situation des plus démunis, des gens qui souffrent de la crise, et en même temps dynamiser notre économie. Et donc, je pense que ce gouvernement, je l'espère, réussira. Ensuite, être maire de Paris, c'est être très libre, ne dépendre de personne, si ce n'est dépendre des Parisiens, et porter à la fois les valeurs, les ambitions de cette ville et l'intérêt des Parisiens. Et moi, je l'ai toujours dit, et je le démontre chaque jour en tant que première adjointe, mais aussi en tant que candidate. Chaque fois qu'il y aura des choses qui ne seront pas positives pour les Parisiens, je le dirai. Je serai un partenaire de l'État. Si je suis maire de Paris demain, je serai bien sûr un partenaire de l'État. Et l'État, ce gouvernement, nous aide beaucoup plus que le précédent. J'ai donné des exemples de ce que le précédent avait essayé d'empêcher. Mais je peux vous donner d'autres exemples de ce que M. Fillon, avec les ministres qui l'entouraient, avait empêché de faire. Vous voyez, par exemple, on va produire du logement social et du logement intermédiaire. Et le gouvernement précédent refusait de céder à des conditions intéressantes un certain nombre de terrains de l'État pour qu'on puisse produire du logement moins cher, du logement accessible aux Parisiens. Il a fallu attendre un gouvernement
de gauche pour pouvoir réengager cette discussion avec l'État. Et par exemple, la caserne de Reuilly, qui est un grand terrain dans le 12e arrondissement, va pouvoir enfin voir s'élever des logements, une crèche, un jardin, pour le plaisir des Parisiens, parce qu'on a négocié avec l'État. Et donc, je vais continuer à être un partenaire, mais un partenaire très exigeant. Et je ferai toujours en sorte que l'intérêt des Parisiens soit non seulement compris, mais entendu par mes partenaires au niveau de l'État et aussi les autres partenaires. Alors, Madame Hidalgo, même si c'est évidemment une élection locale et pas nationale, il y a forcément des répercussions du national sur le local. Par exemple, vous êtes allié avec les communistes au premier tour, mais les communistes sont très remontés contre le gouvernement, surtout depuis le tournant social-démocrate du président Hollande. On a entendu M. Pierre Laurent dire pique-pendre, peut-être pas, mais enfin, avoir des paroles très dures envers le gouvernement. Est-ce que c'est viable, votre alliance avec les communistes aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? D'abord, vous savez, cette alliance, elle est ancienne. En 2001, à Paris, nous étions alliés au premier tour avec le PC. En 2008, nous étions alliés avec le PC au premier tour. Et en 2014, nous sommes alliés avec le PC au premier tour. Pourquoi cette alliance a-t-elle été possible et pourquoi justement il y a une déconnexion du national et du local? Parce que nous avons considéré ensemble que nous avions un bon bilan, que ce bilan devait à l'ensemble des composantes de la majorité et notamment au Parti communiste, et qu'il n'y avait aucune raison objective par rapport au bilan et par rapport au projet qui était le mien et sur lequel nous avons discuté avec le Parti communiste pour nous entendre et faire une proposition aux Parisiens ensemble dès le premier tour. Donc c'est bien parce qu'il y a cette déconnexion que nous avons pu faire cette alliance localement avec le Parti communiste. C'est bien parce qu'il y a un projet parisien qui est un projet humaniste, un projet fédérateur, que j'ai avec moi dès le premier tour des élus qui sont des élus d'Europe Écologie Les Verts qui sont sur mes listes dès le premier tour. C'est bien parce que j'ai un projet fédérateur, humaniste et progressiste que j'ai Jean-François Martins, Dominique Versini ou encore Emmanuel Sten, le président de la Croix-Rouge Paris, qui est sur ma liste, aux côtés de Pauline Véron dans le 9e arrondissement. C'est parce que j'ai eu cette ouverture et ce souci permanent de l'intérêt de Paris dans l'élaboration de mon projet et dans la constitution de mes équipes qu'il y a bien un microclimat, voilà, qui est très spécifique à Paris et qui fait que même s'il peut y avoir des positionnements différents au niveau national, localement, pour Paris, nous sommes ensemble sur un projet et sur des équipes. Alors on va parler un peu politique et du tournant social-démocrate du président. Vous y croyez, vous, au pacte de responsabilité? Les syndicats sont déjà très sceptiques. Ils ont raison, ils ont tort? D'abord, vous savez, moi, les questions économiques et sociales sont des questions que je connais bien. J'ai travaillé longtemps à l'inspection du travail, au ministère du Travail, et j'ai toujours considéré, je fais partie de cette gauche qui considère que c'est en mettant effectivement sur un pied d'équilibre le social et l'économique qu'on s'en sort. Il n'y a pas de progrès possible, il n'y a pas d'entreprise performante qui n'ait pas une attention aussi sur la façon dont elle gère ses ressources humaines et sur la situation qu'elle réserve à ses salariés. Ça n'existe pas. Des entreprises performantes qui feraient l'impasse sur le social, au sens sur les relations de travail, sur les conditions de travail ou sur les conditions salariales, ça n'existe pas. Donc, je suis tout à fait, bien sûr, intéressée par cette idée qu'il faut demander aussi aux entreprises de s'inscrire dans cette responsabilité. Moi, je suis pour qu'il y ait des contreparties. Bien sûr que les contreparties, ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière de conditions de travail, en matière d'évolution professionnelle. Il y a un sujet qui est passé un peu comme ça rapidement, mais le fait qu'il y ait un accord sur la formation professionnelle avec un droit nouveau donné aux salariés et à tous les Français finalement qui vont pouvoir avoir ce compte épargne-temps sur la formation qui sera géré avec la Caisse des dépôts et qui permettra à chacun, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il est travaillé, de pouvoir bénéficier d'une formation qui l'aide à être plus performant ou à se requalifier pour retrouver un emploi. Ce sont des avancées très intéressantes
intéressante. Et là, ça s'est fait avec de la négociation, bien évidemment, syndicale et patronale. Des Français, parce qu'on se dit, mais comment il va pouvoir financer tout ce qu'il nous a annoncé ? Mais là, c'est pas... D'abord, il faut que les entreprises elles-mêmes prennent, je dirais, leurs responsabilités. Il y a des baisses de charges. Il y a des baisses de charges qui sont annoncées, qui, et ça me convient très bien, ne pèseront pas sur les ménages, parce que là-dessus, moi, j'ai été très claire, ça suffit en termes d'impôts sur les ménages. On est allé vraiment au bout de ce qu'on pouvait faire, et je suis heureuse que le président, le gouvernement l'ait dit aussi, parce que quand même, là, il y avait une situation difficile. Donc, je suis heureuse que ce ne soit pas du côté des ménages qu'on aille chercher cela. Il y a des pistes autour, effectivement, des cotisations familiales, sur leur financement. Moi, je fais confiance dans la négociation interprofessionnelle, dans la négociation de branche, mais je souhaite vraiment que l'on puisse vérifier aussi ces contreparties dans les entreprises. Et vraiment, je vous assure, moi, j'ai une expérience sur ces sujets-là, une expérience notamment au ministère du Travail. Une entreprise qui ne traite pas bien ses salariés, elle ne peut pas être performante sur le plan économique. Ça n'existe pas. Et en plus, on a la chance en France d'avoir des entreprises qui sont vraiment dans la création de valeur ajoutée. On a des entreprises... Paris, par exemple, on est premier en Europe en termes de création de start-up. Ça veut dire qu'on a l'intelligence, la recherche, le développement, les nouvelles technologies qui sont là, qui sont un point d'appui extraordinaire pour engager cette révolution numérique, qui est une véritable révolution pour économique. Pour en venir au président et à sa politique, vous avez l'impression... Je vous dis quels sont les leviers sur lesquels on peut agir. Il est en train de jouer son quinquennat, les leviers sur lesquels on peut agir pour effectivement trouver des solutions économiques qui tiennent compte aussi de la situation sociale. Moi, je considère que la France a des atouts impressionnants, y compris dans la formation de ses jeunes, dans la formation de sa main-d'œuvre. Eh bien, il faut prendre appui sur ces atouts-là et permettre au monde de l'entreprise, aux partenaires sociaux, de pouvoir effectivement engager le pays sur une voie qui est une voie qui fait que le social et l'économique vont ensemble et ne s'opposent pas. Alors, Madame Hidalgo, vous avez co-signé un texte avec des femmes de droite et de gauche demandant au gouvernement espagnol de retirer son texte anti-avortement. Oui. On sait bien que il y a peu de chances que le gouvernement espagnol vous entende. Pourquoi est-ce que vous avez signé ce texte ? J'ai pris l'initiative de ce texte parce que d'abord la situation en Espagne m'intéresse. Vous savez que je suis née en Espagne, que j'ai la double nationalité et que lorsque j'ai vu ce qui se passait, cette régression annoncée en Espagne avec ce texte de loi proposé par le gouvernement de M. Rajoy, qui est vraiment un gouvernement ultra conservateur, je me suis dit qu'il fallait venir en solidarité des femmes espagnoles. J'ai appelé beaucoup de femmes de gauche, de droite. Elles ont répondu immédiatement. Je pense à Roselyne Bachelot, je pense à Ramayad, je pense bien sûr à Yvette Roudy, à des femmes comme Marie-Georges Buffet, Clémentine Autain. Vous voyez, sur vraiment un spectre très très large de gauche et de droite, nous nous sommes entendus pour apporter notre parole dans ce débat qui secoue aujourd'hui l'Espagne. Et quand je vois que 70% des Espagnols sont d'accord avec ce qu'on a dit dans ce texte-là et donc en opposition avec cette proposition de loi, peut-être que ça peut permettre aux femmes et aux hommes en Espagne d'empêcher cette régression qui serait vraiment dramatique. Et vous savez, je suis une féministe, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été très engagée dans les combats pour l'égalité femmes-hommes. Il y a toujours eu une dimension internationale, de solidarité internationale dans ce positionnement féministe. Et c'est une façon aussi de l'exprimer avec ce texte de solidarité. Le fait qu'on ait enlevé en France la notion de détresse de la loi Veil, ça vous convient ? Bien sûr, parce que d'abord, ça n'avait pas de sens. Cette notion de détresse, elle n'est pas un critère pour dire si on a accès ou pas à l'IVG. Donc c'était totalement obsolète. C'était une reconnaissance peut-être d'un fait. C'est vrai que les femmes totalement... sont dans une position de détresse quand il faut se faire avorter. Mais ce n'est pas un critère
qui permet de dire qu'elles ont droit à accéder ou pas droit à accéder. C'est en cela que c'était totalement obsolète. Et je pense qu'il faut faire un travail, bien sûr, hein, de prévention, un travail sur la contraception, parce que l'avortement n'est pas une forme de contraception, bien évidemment. En revanche, c'est un droit fondamental conquis de haute lutte. Simone Veil, avec autour d'elle une majorité de gauche et de droite à l'époque, un gouvernement de droite en 1975, avec Valéry Giscard d'Estaing comme président, a conquis ce droit. Et on va laisser aujourd'hui s'abîmer ou entacher ce droit qui doit être un droit très concret, hein, très réel, parce que l'accès, c'est réellement dans les hôpitaux, pouvoir accéder à ce droit lorsque les femmes considèrent qu'elles n'ont pas d'autre solution. Mais je pense qu'on n'a pas à les juger. C'est sûrement ce qu'a voulu faire la ministre du droit des femmes en proposant que l'on retire cette mention sur la situation de détresse des femmes. Je reviens un instant sur l'affaire Dieudonné. Vous aviez dit que vous espériez l'interdiction à Paris de ces spectacles. Oui. Vous maintenez ? Alors moi, bien sûr, vous savez, j'ai trouvé vraiment, j'ai soutenu Manuel Valls dans la démarche qui a été la sienne, avec beaucoup d'entrain et de conviction. Les propos de Dieudonné dans son spectacle étaient inacceptables parce que révisionniste, parce que négationniste et que ça n'est pas possible et que la loi, et je suis heureuse que ce soit un gouvernement de gauche qui s'en soit emparé et qui ait porté cette affaire-là devant les tribunaux, et le spectacle a été annulé dans plusieurs villes. Et notamment le spectacle incriminé a été aussi annulé à Paris. Maintenant, il y a eu un changement de pied, pas sur le fond, pas sur les convictions. On sait très bien que ce qu'a dit Dieudonné, ça fait partie chez lui d'un combat politique. Il a proposé un autre spectacle. Je demande la même vigilance, c'est-à-dire qu'effectivement, si ce spectacle est un propos politique négationniste et révisionniste, un propos qui bafoue la mémoire des victimes de la Shoah, il faudra l'interdire aussi. Là-dessus, je n'ai qu'une position, vraiment qu'une position. Mais s'il retire de tous ces spectacles, comme il dit qu'il va le faire, ou qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, tous ces propos négationnistes, racistes, antisémites, enfin essentiellement antisémites d'ailleurs, vous accepteriez qu'il joue à Paris? Moi, je n'accepte rien du tout. D'abord, vous savez, c'est le préfet de police qui peut interdire le spectacle, et le maire de Paris a demandé l'interdiction du spectacle à maintes reprises. Ensuite, c'est la loi qui décide. On est bien heureusement dans un état de droit, et c'est au droit et à la justice, en dernier recours, de décider s'il y a matière à interdiction ou pas. Mais moi, je propose, comme ça a été le cas, qu'on soit extrêmement strict sur l'interprétation des faits et des mots qui sont prononcés. Et donc, il faut effectivement combattre. Je crois que ce qui a été positif dans ces dernières semaines, ce qu'on a vu, c'est qu'on a mis quand même, on a fait tomber le masque de quelqu'un qui se disait humoriste, qui se disait protégé par la liberté de création, par la liberté artistique. Et là, ce masque-là est tombé. Tout le monde a pu voir qu'effectivement, il n'était en rien question de création artistique, mais c'était un propos politique, antisémite, un propos d'une violence inouïe, bafouant la mémoire de la Shoah et niant même l'existence de la Shoah. Donc ce masque-là est tombé, et je crois que ça, c'est un élément positif pour notre démocratie et la société française. Maintenant, il faut être non seulement vigilant, mais toujours proactif si des mots ou des attitudes sont délibérément antisémites, pour les condamner. Une dernière question avant la question traditionnelle My Books. L'UNESCO, Madame Hidalgo, a provoqué une vive polémique cette semaine après le report. Et quand on dit report, il faudrait dire annulation, parce que officiellement, il est question d'un report, mais c'est l'inauguration qui a été reportée, donc on voit mal comment ça pourrait être rétabli, d'une exposition sur les relations de 3500 ans du peuple juif avec la Terre Sainte, les gens, le livre, la terre. Aujourd'hui, on attend toujours les explications de Mme Bukova. Il n'y a pas eu d'explication de la directrice de l'UNESCO.
Oui, je suis très choquée. D'ailleurs, j'ai entendu cette information cette semaine. J'étais dans une commémoration pour la libération des camps organisée à la synagogue de la place des Vosges. Et c'est le rabbin Kaufmann qui en a parlé et donc qui m'a informée de ce qui se passait. Je suis très choquée parce que je pense que l'UNESCO est une grande institution dans laquelle nous croyons tous et qui doit être un vecteur de paix à travers l'éducation et la culture. Et ce n'est pas en niant des faits historiques, ce n'est pas en finalement retirant des propositions artistiques et culturelles qui peuvent permettre justement de mieux comprendre notamment l'existence d'Israël et la nécessité pour Israël d'avoir sa sécurité en respectant bien évidemment ses voisins. Et là-dessus, moi j'ai une position qui est la position de la diplomatie française, la position exprimée par François Hollande lors de son voyage en Israël au mois de novembre dernier. Mais je pense que l'UNESCO est un facteur, un instrument pour la paix et que la culture et l'éducation sont les leviers de cet instrument pour la paix. Donc je ne comprends pas cette décision. J'espère que effectivement la directrice générale aura à expliquer et surtout à revenir sur cette décision pour permettre une meilleure compréhension et d'être cet outil pour la paix dont nous avons tous besoin. Alors, la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Alors, en ce moment, je n'en lis pas, ça ne vous surprendra pas. Ça ne nous surprend pas. Parce que vraiment, mais j'ai plusieurs livres en attente là. J'ai notamment le dernier Goncourt parce que d'abord, beaucoup l'ont lu autour de moi et me disent que c'est un livre magnifique sur... voilà, le retour de la Grande Guerre. Et donc, ça, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Il y a deux autres livres. Une BD qui est la première BD sur l'histoire de la Nueve, cette compagnie qui était à l'intérieur de la deuxième DB et qui a participé à la libération de Paris. Et un troisième livre que je veux lire aussi de Javier Cerca, qui est aussi un auteur espagnol. Le livre est traduit en français. C'est un auteur, un jeune auteur qui a été un des premiers à écrire sur la guerre civile, un auteur contemporain, mais là, ce n'est pas du tout ce thème, c'est le thème des banlieues. Et donc, le titre de mémoire, je ne veux pas l'écorcher, mais je crois que c'est Au-delà des frontières. Et donc, c'est sur une histoire qui se passe dans les banlieues autour de Madrid dans les années 60. Voilà. Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris aux prochaines municipales. Merci d'avoir été l'invitée du grand entretien ce dimanche matin.